France Inter. It's morning edition from NPR News. MCT 3年嘅後時 حاليا راديو روزانا بباريس. Faut pas changer de radio. France Inter. Le 18-20. Fabienne Synthèse. Un jour dans le monde, c'est un jour dans une Europe qui se verrouille ce soir. Państwo musi odzyskać 100% kontrolę nad tym, kto do Polski przyjeżdża. Celui qu'on entend là, c'est Donald Tusk, le Premier ministre polonais. Il dit ceci: l'État doit reprendre le contrôle à 100% des personnes qui entrent en Pologne. Nous ne respecterons ni ne mettrons en œuvre aucune idée européenne de l'Union si nous sommes sûrs qu'elle nuit à notre sécurité. Une phrase qui résonne très fortement, qui interroge aussi de la part de ce Donald Tusk, qui est un Européen convaincu. On va y revenir à cette Pologne dans un petit instant. Bonsoir Bernard Guetta. Bonsoir. Vous êtes député européen dans le groupe Renew. Bernard Guetta, oui. Avant de venir à la Pologne, et pour qu'on comprenne bien pourquoi il y a notamment cette réaction, Ursula von der Leyen, hier, à 2 jours d'un Conseil européen dont on sait qu'il pourra être tendu, dans une lettre au 27, elle donne donc un coup d'accélérateur au pacte migratoire. On comprend qu'elle veut favoriser les retours. Est-ce qu'elle sent qu'elle est en train de se faire dépasser par sa droite? Et est-ce qu'elle prend les devants? Est-ce que c'est votre lecture, Bernard Guetta? Oui, écoutez, il y a évidemment aujourd'hui dans toute l'Union européenne, ou pratiquement toute l'Union européenne, une poussée des extrêmes droites et des droites radicales qui met sur le devant de la scène la question de l'immigration. Alors, cela se sent dans toutes les capitales nationales, à Paris, je ne vais pas vous l'apprendre, mais dans d'autres aussi, mais dans bien d'autres aussi. Ça se sent dans les institutions européennes, à la Commission. Oui, bien sûr. Mais ça veut dire qu'on court. Est-ce que ça veut dire qu'on court derrière l'extrême droite en prenant les devants avec vous savez, cette histoire de retour? Ce qui me met un petit peu mal à l'aise quand on pose la question de cette manière, c'est que oui, il y a cette dimension, courir après l'extrême droite ou vouloir prévenir de nouveaux progrès de l'extrême droite. Mais il y a aussi une addition de problèmes extraordinairement différents. Parce que qu'est-ce qui se passe à la frontière polonaise? Pourquoi est-ce que le Premier ministre en est arrivé, ce que je trouve absolument déplorable, à dire qu'il voulait suspendre le droit d'asile? Pas l'immigration, le droit d'asile. Bernard, on va y revenir, parce qu'il y a un reporter qui nous attend en Pologne. On va y revenir dans un instant spécifiquement sur la Pologne et sur le droit d'asile. Je voudrais revenir un instant, encore une fois, à von der Leyen et cette histoire de retour. La chose que tout le monde voit, effectivement, vous l'avez dit, le contexte européen, il est ce qu'il est, mais l'Allemagne ferme ses frontières, même provisoisement. On connaît les mesures des Pays-Bas. L'Allemagne ne ferme pas ses frontières, oui. Pardonnez-moi, il faut pas exagérer. L'Allemagne les ouvre beaucoup moins. Non, même pas. L'Allemagne réinstaure des contrôles aléatoires à la frontière. C'est essentiellement, pardonnez-moi, mais un geste symbolique, pour ne pas dire du théâtre. Parce que on ne reconstruit pas des postes frontières, on ne reconstruit pas même des filtrages permanents. Vous savez ce que c'est qu'un contrôle aléatoire? Il n'y a pas de frontières, c'est ça que vous nous dites. Mais non. Et en plus, la restauration ou l'instauration de contrôles aléatoires est absolument prévu dans les accords Schengen. Ce n'est ni le premier pays, ni la première fois qu'on assiste à cela. Bernard Guetta, alors donc l'Allemagne en tout cas qui est dans dans ce virage pour l'instant, appelons-le comme vous le voulez. Il y a les Pays-Bas dont nous savons ce qu'ils sont en train de faire. Il y a l'Italie qui vient d'envoyer ses premiers migrants en Albanie. La Hongrie, on n'en parle pas. Le sentiment qu'on a, et c'est peut-être la raison pour laquelle Ursula von der Leyen met un coup d'accélérateur, le sentiment qu'on a, c'est que chacun joue sa partition, et on n'est pas complètement naïf, chacun le joue pour son opinion publique. Mais chacun joue dans son propre couloir en ce moment en Europe là-dessus, non? Écoutez, dans son propre couloir, oui et non, parce que chacun fait essentiellement la même chose, ou des choses extraordinairement similaires, et qui, encore une fois, pour l'instant, relèvent beaucoup plus du geste que de l'action. Véritablement plus du geste que de l'action. Regardez, par exemple, ce que fait l'Italie. Elle a envoyé pour la première fois ce matin, ça a commencé ce matin, l'histoire de concentrer en Albanie des migrants non désirés. Mais il y avait combien de migrants ce matin? Il y en avait 16.
Exactement. Il y en avait 16. Et c'est le premier jour. Et on brandit l'exemple de l'utilisation de l'Albanie par l'Italie pour déporter, il faut bien dire les choses comme ça, des migrants non désirés. On brandit ça comme une chose absolument extraordinaire. Attendons de voir les résultats de cette politique. Alors, moi, je ne suis pas du tout certain que ce soit une bonne politique. Attendons de le voir. On a quand même Ursula von der Leyen qui dit il faut tirer les leçons d'un accord scellé avec l'Albanie, entre l'Italie et l'Albanie. Comment il faut la lire, cette phrase ? Il faut la lire comme une volonté, effectivement, de trouver les moyens d'expulser des pays de l'Union européenne les demandeurs d'asile qui n'auront pas obtenu le droit à l'asile. Alors, dans la lettre d'Ursula von der Leyen aux dirigeants européens d'hier, il y a deux choses. Et effectivement, il y a une phrase sur cette piste. Mais il y a beaucoup d'autres choses sur une piste beaucoup plus intéressante, à mes yeux en tout cas, et qui serait d'harmoniser les politiques de délivrance des visas aux étrangers voulant se rendre dans des pays de l'Union européenne. Parce que on ignore trop souvent, pas vous, mais beaucoup de gens, on ignore trop souvent que 2/3 des immigrants en situation irrégulière, des migrants en situation irrégulière dans les pays de l'Union européenne sont venus avec des visas. Ils sont venus avec des visas, et puis, ils ne sont pas repartis quand le visa était arrivé à échéance, et ils tentent de s'installer. Donc, si on arrivait et ça ne serait pas tellement difficile, il suffirait d'une concertation, et c'est ce que souligne essentiellement cette lettre d'Ursula von der Leyen. S'il y avait une concertation entre les 27 sur la politique de délivrance des visas, sur les négociations avec les pays d'origine afin d'organiser les retours dans les pays d'origine, c'est pour ça, entre autres, qu'il y aura dans la prochaine commission un commissaire aux affaires méditerranéennes. Alors ce sera évidemment, je m'en réjouis, pour développer la coopération économique, industrielle avec les pays de l'autre rive de la Méditerranée, mais ce sera aussi pour traiter de cette question du retour des immigrants illégaux. Alors harmoniser, Bernard Guetta, vous avez raison, c'est ce qu'elle dit. On sait que le pacte migratoire, il a mis 8 ans à s'écrire, donc on peut imaginer que cette harmonisation... 4, vous exagérez. Ouais, on va imaginer que cette harmonisation risque d'être compliquée. Vous avez évoqué la Pologne tout à l'heure. Pas forcément. Vous savez pourquoi ? Parce que tout le monde cherche une solution. Tout le monde cherche de vraies solutions. Parce que l'immigration, on ne sait pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Ça ne veut rien dire de poser les termes. Parfois, c'est une très bonne chose. Parfois, c'est une mauvaise chose. Ça dépend des gens et ça dépend des secteurs. Ça dépend des secteurs d'activité. Mais en revanche, tout le monde est d'accord. En tout cas, oui, je crois que vraiment tout le monde est d'accord sur la nécessité de canaliser et d'organiser l'immigration. Ça ne peut pas se faire dans les conditions d'anarchie qu'on connaît aujourd'hui. Vous parliez de la Pologne tout à l'heure et on va y venir, puisque Adrien Sarlat est avec nous depuis Varsovie. On parlait de ceux qui font cavalier seul. Ce pays donc, avec le Premier ministre Donald Tusk qui vient de présenter sa nouvelle stratégie migratoire qui est donc très restrictive. Il dit vouloir suspendre le droit d'asile sur le territoire polonais pour lutter contre l'immigration illégale qui la menace à sa frontière avec la Biélorussie. Fermez les guillemets. Une question simple, Adrien Sarlat, suspendre le droit d'asile, ça veut dire quoi ? Eh bien, dans les faits, toute tentative d'immigration en Pologne pourrait donc être désormais systématiquement rejetée, sans examen en cas par cas des situations individuelles. Lors du congrès de son parti ce week-end, Donald Tusk a annoncé vouloir ainsi lutter contre la stratégie de déstabilisation de la Biélorussie et de son allié russe. Depuis 3 ans, elles instrumentalisent des migrants venus d'Afrique, du Moyen-Orient ou d'Asie du Sud-Est en les poussant à la frontière polonaise pour déstabiliser le flanc est de l'Union européenne. Depuis le mois de juin, une zone tampon complètement militarisée borde déjà la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Et selon les gardes-frontières, elle a déjà permis de réduire le nombre de traversées illégales de plus de moitié. Alors hier après-midi, les institutions européennes ont assuré être en discussion directe avec la Pologne, tout en rappelant à Varsovie ses obligations en tant qu'État membre. Mais Donald Tusk, lui, cite l'exemple de la Finlande qui a adopté un projet de loi similaire au mois de juillet,
notamment pour protéger sa frontière avec la Russie. Adrien Sarlat avec nous depuis Varsovie. Bernard Guetta, suspendre l'asile, c'est quand même quelque chose. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, Donald Tusk ? Est-ce qu'il nous dit retenez-moi ou je fais un malheur ? Est-ce qu'il nous dit vous ne vous occupez pas de la situation particulière de la Russie, de la Biélorussie ? Il est en train, Fabienne, de dire à son opinion publique je prends les choses en main. Parce qu'il a une élection au mois de mai. Parce qu'il y a une élection au mois de mai, oui, certainement, mais aussi parce que, comme vient de le dire votre correspondant, le Bélarus et la Russie derrière organisent véritablement une immigration totalement illégale vers la Pologne afin d'essayer de déstabiliser ce pays, c'est-à-dire le front oriental de l'Union européenne. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont dans des pays où il y a un désir d'immigration, à cause de la pauvreté, généralement. Et ils disent aux gens, mais vous savez, il y a un moyen d'entrer dans l'Union européenne beaucoup plus sûr que la mer, ça c'est très très dangereux. Vous prenez l'avion, vous atterrissez au Bélarus, des camions, des autobus vous mènent à la frontière polonaise et vous entrez dans l'Union européenne. On a compris que c'était instrumentalisé et comment c'était instrumentalisé, mais néanmoins, lui-même cite l'exemple de la Finlande. À partir du moment où un pays au milieu des 27 peut prononcer cette phrase, nous allons suspendre le droit d'asile. Qu'est-ce que ça veut dire derrière, Bernard Guetta ? C'est très grave. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave parce que le droit d'asile est reconnu dans le droit international, est évidemment fait partie, c'est un des piliers des droits de l'homme. C'est une chose très grave que le Premier ministre polonais en arrive à prononcer cette phrase. Je ne pense pas qu'il va réellement passer à l'acte parce que c'est impossible légalement parlant et heureusement. Mais en revanche, ce que je constate, c'est que la Pologne est confrontée véritablement à un problème, à une guerre, à une forme de guerre organisée par la Russie et le Bélarus. Quant à la Finlande, elle est confrontée à un problème extrêmement compliqué aussi. Elle a une frontière, je crois, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais de 2500 km, si je ne me trompe pas, extraordinairement longue, en tout cas avec la Russie. Et évidemment que parmi les personnes, les Russes qui veulent fuir en vérité leur pays, souvent fuir la conscription d'ailleurs dans le pays, eh bien ils arrivent à la frontière finlandaise et parmi eux, il y a beaucoup potentiellement d'agents provocateurs, tout simplement d'agents de renseignement. Le sujet en tout cas, Bernard Guetta, merci beaucoup. Il est ouvert dans chacun des pays européens. Le Conseil européen, c'est après-demain, promet d'être tendu. Merci beaucoup. Merci de votre passage dans Un jour dans le monde. La suite, ce soir, c'est le reportage qui nous amène sur le lac Titicaca, dont on a du mal à connaître l'état de pollution. Et pour aller jusqu'à 19h sous les radars, c'est vous, Céline Aslo. Je vais vous parler de la ville de Prague qui tente de décourager la venue des jeunes fêtards attirés par ses bars et sa bière bon marché. Le monde à 18h50. Franck Madbon, bonsoir Franck. Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. Les tensions sont très vives entre Israël et la FINUL, souvent contestées, mais les casques bleus, on le verra, servent encore à quelque chose au Liban. Et comme tous les mardis, à 3 semaines maintenant de l'élection américaine, Hélène Chevalier au pays des 50 États. Bonsoir Hélène. Bonsoir Fabienne. Cette semaine, direction le Colorado avec Cassandra, une championne de rodéo qui aimerait bien que les candidats s'intéressent un peu plus au monde rural. Allez, à tout de suite, le tour de la planète continue. Profitez-en pour faire une micro-sieste parce que ce qui vient s'appelle de la bedroom pop, figurez-vous. Voici Clairo, Adopt My Love, c'est dans la playlist de France Inter. Upstate,
Le reportage d'un jour dans le monde ce soir est près d'un lac des plus hauts du monde, le Titicaca, 3800 mètres d'altitude entre la Bolivie et le Pérou. Dans les deux pays, les rivières qui se jettent dans le lac charrient du plastique, charrient des rejets miniers, des eaux usées, sauf que côté bolivien, il n'existe pas de relevé pour connaître précisément cette pollution et son évolution. Afin d'y remédier, 2 chercheurs d'une université de La Paz tentent de mettre en place un réseau participatif pour mieux connaître la qualité des eaux qui se jettent dans le Titicaca. Et le reste, c'est Nils Sabin qui raconte. Contrôler la qualité de l'eau sans laboratoire, avec peu de matériel et sans être professionnel. C'est l'idée surprenante développée par Carlos Molina et Ángela Montesinos de l'Université Mayor de San Andrés à La Paz. Aujourd'hui, nous accompagnons la chercheuse lors d'une journée de formation pratique auprès de techniciens de communes proches du lac Titicaca. Première étape du jour, le village de Pucarani qui se trouve à une dizaine de kilomètres au sud du Titicaca. Alvaro travaille pour la mairie, il nous explique l'intérêt de cette démarche pour la commune. On va faire des relevés des cours d'eau qui sont proches de Pucarani pour connaître leur niveau de pollution. Comme ça, on pourra savoir si on peut utiliser ou non l'eau pour l'irrigation et pour abreuver nos bêtes. Pucarani se trouve dans l'altiplano bolivien, ce gigantesque plateau situé à 3800 mètres d'altitude. Le climat est très sec, autour de nous les herbes sont jaunies par le soleil et il n'y a presque pas d'arbres. On comprend donc très bien l'importance et la rareté des ressources en eau. Peu après, nous voilà arrivés à la rivière Ayachi, où Ángela et Alvaro s'apprêtent à faire le premier relevé. La première chose que tu dois observer, ce sont les conditions physiques. Est-ce qu'il y a une odeur anormale ? Ici, il semblerait que non. Et ensuite, la couleur de l'eau. Là, on peut voir que ce n'est pas la couleur normale d'une rivière propre. L'eau est plutôt verdâtre. Il est temps d'enfiler bottes et gants pour mettre les pieds dans l'eau. À l'aide d'un tamis très fin, ils ratissent le fond de la rivière à la recherche de macro-invertébrés, de minuscules crevettes ou des vers d'eau douce par exemple. La méthode consiste à compter leur nombre et leur diversité, ce qui permet d'avoir une idée assez précise de l'état d'une rivière à un endroit donné. Après quelques minutes à patauger dans la rivière, ils transvasent les macro-invertébrés capturés dans un flacon. Alvaro s'étonne de la couleur de certains. Celui-ci est rouge. C'est normal de le trouver ici ? Oui, tu sais pourquoi il est rouge ? Parce qu'il n'y a pas d'oxygène. Ah, ce n'est pas leur couleur naturelle ? Non, ils compensent l'oxygène absent dans leur sang. Pas de doute, ici la rivière est assez polluée. Mais grâce à des relevés réguliers, les 2 chercheurs pourront savoir comment cette pollution évolue dans le temps. L'après-midi, nous nous rendons dans la commune de Lara, qui est un peu plus loin du lac Titicaca, mais surtout plus proche de la ville d'El Alto, de près d'1 million d'habitants. Accompagnée de Ingrid, la technicienne de la mairie qui va à son tour apprendre à effectuer les relevés, nous nous rendons sur les berges d'une première rivière. Ici, la pollution vient directement d'El Alto, notamment des tanneries et des abattoirs. Dire que la rivière est polluée est presque un euphémisme. Il y a une forte odeur d'égout, les eaux sont totalement noires et les berges jonchées de détritus. Quant au relevé, c'est simple, il n'y a aucun macro-invertébré dans l'eau. La rivière est pour ainsi dire morte. La pollution est telle que pour Ángela Montesinos, il est inutile de faire des relevés de la qualité de l'eau ici. Nous repartons donc pour une rivière proche. Elle ne reçoit pas autant d'eau usée, donc on va voir si on trouve des macro-invertébrés. Sur la route, Ingrid raconte comment la pollution des eaux en amont a transformé le mode de vie des habitants, qui aujourd'hui vivent principalement de l'élevage de vaches laitières. Les anciens racontent qu'avant, ils pouvaient pêcher dans cette rivière, qu'ils vivaient de ça. Mais maintenant, on doit faire perforer des puits pour abreuver le bétail à cause de la pollution que l'on vient de voir. À partir des données récoltées, les 2 chercheurs espèrent connaître plus précisément l'état de chaque rivière et ainsi proposer des solutions concrètes aux autorités pour améliorer la qualité de l'eau. Le reportage signé Nils Sabin pour Un jour dans le monde. Merci beaucoup. L'actualité internationale passe parfois sous les radars. Elle est dénichée par Céline Aslo. Et c'est au Pakistan que nous faisons d'abord étape où le chef de la diplomatie indienne vient d'atterrir. Oui, la télévision pakistanaise a suivi en direct sa descente de l'avion. Subramaniam Jaishankar a été accueilli par des dignitaires avec bouquets de fleurs et tapis rouges. Ce qui montre bien l'importance de cette visite. C'est la première fois depuis 10 ans qu'un ministre indien des Affaires étrangères se rend chez son voisin pakistanais. Alors rappelons que les 2 pays se considèrent comme des ennemis. Depuis 1947 et la fin de la colonisation britannique, ils se sont livrés 3 guerres
guerre majeure. Et ces dernières années ont été encore l'occasion de nombreuses tensions autour de la très disputée région du Cachemire. Alors officiellement, Subrahmanyam Jaishankar n'est pas venu pour rendre visite aux dirigeants pakistanais. D'ailleurs, aucun entretien bilatéral n'est prévu. Il est à Islamabad pour participer à un sommet international, celui des pays de l'Organisation de coopération de Shanghai. Mais il n'empêche que les images des poignées de main à la sortie de l'avion sont autant de signes de timide réchauffement dans les relations entre les deux puissances rivales. Et nous allons aux États-Unis où la campagne présidentielle est éclipsée aujourd'hui par une autre information. Oui, ce qui retient l'attention des médias aujourd'hui, c'est l'arrivée sur le sol américain de Baoli et King Bao, qui sont âgés de 3 ans et qui viennent de faire un long voyage depuis la Chine. Ce sont évidemment, vous l'avez deviné, des pandas prêtés par Pékin aux zoos de Washington. Ils sont arrivés en milieu d'après-midi dans la capitale américaine après un vol à bord d'un avion spécial baptisé le Panda Express, où ils étaient accompagnés d'une équipe de soigneurs et d'une importante provision de bambou. Alors c'est une bonne opération pour le zoo qui va certainement voir affluer les visiteurs, mais c'est surtout un signe diplomatique important dans un contexte de tension entre la Chine et les États-Unis. L'année dernière, Pékin avait rapatrié les 3 pandas prêtés aux zoos de Washington. D'autres zoos américains, Memphis, San Diego, Atlanta, avaient dû aussi se séparer de leurs vedettes, ce qui avait été très commenté. L'arrivée de Baoli et de King Bao montre donc un signe d'accalmie, preuve que la diplomatie du panda se porte encore très bien. Et puis c'est à Prague que nous sommes maintenant, où les visites guidées désormais sont interdites la nuit. Et oui, désormais de 10h du soir à 6h du matin, les tours opérateurs ont l'interdiction de balader les visiteurs à travers la capitale de la République tchèque. Alors c'est ce que dit un arrêté municipal. Alors vous allez me dire, c'est pas très courant de visiter une ville au beau milieu de la nuit, sauf que Prague n'est pas seulement célèbre pour ses églises gothiques, son horloge astronomique et les petites ruelles de son centre médiéval. Non, elle est aussi connue pour sa bière bon marché, le dynamisme de sa vie nocturne et ses innombrables enterrements de vie de garçons. Les agences de voyage l'ont bien compris, qui proposent, en tout cas jusqu'à présent, aux jeunes touristes des virées dans les pubs pour leur faire découvrir leurs meilleures adresses. Et tout ça, les élus en ont assez de ces visiteurs qui viennent avec l'unique objectif de se saouler, pour reprendre les termes d'un adjoint au maire, qui veut, je cite, attirer des touristes plus riches et plus cultivés. Voilà, si vous vous sentez visé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez, Céline Aslo, merci beaucoup. Vous nous quittez en passant par l'Espagne avec la BO indémodable du film Talon aiguille de Pedro Almodóvar. Nous sommes en 1991. La diva espagnole s'appelle Luz Casal. Un año de amor. Lo nuestro se acabó y te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de amor. Si ahora tú te vas, pronto descubrirás que los días son eternos y vacíos sin mí. Y de noche, por no sentirte solo, recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos y entenderás en un solo momento qué significa un año de amor, qué significa un año de amor. ¿Te has parado a pensar lo que sucederá? Todo lo que perdemos y lo que sufrirás. Si ahora tú te vas, no recuperarás los momentos felices que te hice vivir. Y de noche, por
que solo recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos y entenderás en un solo momento qué significa un año de amor y entenderás en un solo momento qué significa un año de amor. Génial, Luz Casal, un año de amor sur France Inter et dans Un jour dans le monde à 18h49. Franck Madvon. How dare you? The world has changed. Fabienne Synthèse. Le 18-20. Au Liban, Franck, la tension est toujours aussi vive entre la FINUL et Israël. Nombreux incidents ces derniers jours. La FINUL est parfois accusée de ne servir à rien. Et ce soir, vous nous dites pourquoi la force de l'ONU est plus utile qu'on ne le pense. La FINUL est-elle nulle? Cette question, désolé de la poser sous forme de mauvais jeu de mots, on l'entend régulièrement quand on parle de la force de maintien de la paix de l'ONU au Liban. La FINUL et ses quelques 10 000 hommes apparaissent souvent impuissants face aux tensions entre Israël et le Hezbollah, comme de simples spectateurs du conflit. Un conflit à bas bruit après la guerre de 2006, mais qui s'intensifie depuis les attaques de Beeper visant le Hezbollah il y a près d'un mois. La FINUL est de nouveau en première ligne. 5 de ses soldats ont été blessés par l'armée israélienne lors de plusieurs incidents ces derniers jours. Incidents qui ont suscité, vous le savez, de vives réactions dans le monde. Le Conseil de sécurité de l'ONU se dit très inquiet. Mais la FINUL ne bougera pas. Jean-Pierre Lacroix, chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU, le confirme aujourd'hui. La FINUL ne quittera pas la zone des combats, comme le demande le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui accuse la force d'être trop proche des positions du Hezbollah. C'est le moment dans cet édito de rappeler le rôle de la FINUL. Les casques bleus sont présents au Liban depuis la première invasion du pays par Israël en 1978. Leur mission a évolué au fil du temps, notamment pendant l'occupation israélienne entre 82 et 2000. Aujourd'hui, la force des Nations Unies contrôle la frontière, ce qu'on appelle la ligne bleue. Son rôle est renforcé depuis le cessez-le-feu de 2006 et elle doit notamment épauler l'armée libanaise au sud. Mais de fait, la FINUL ne parvient pas à faire respecter la paix. Oui, la FINUL est positionnée au sud du Liban, entre le fleuve Litani et la frontière avec Israël. C'est dans cette zone que le Hezbollah s'est particulièrement renforcé ces dernières années. C'est de là que le mouvement chiite lance ses roquettes ou ses drones sur Israël. Là aussi qu'il aurait construit, selon l'armée israélienne, un réseau de tunnels menaçant l'État hébreu. En clair, le Hezbollah s'est donc renforcé sous les yeux des casques bleus. La résolution 1701 de l'ONU, qui a scellé la fin de la guerre en 2006, n'a jamais été appliquée. Le Hezbollah ne s'est pas désarmé, bien au contraire, il ne s'est pas retiré au nord du Litani, et l'armée israélienne bombarde régulièrement le sud Liban. Elle y conduit même quelques opérations au sol limitées. Alors en quoi la FINUL est-elle utile, Franck? Alors d'abord, Fabienne, c'est un observateur du conflit. En théorie neutre, même si Israël accuse souvent l'ONU de partialité. La FINUL compte une 50aine de pays contributeurs, plutôt unis. Elle fournit des informations précieuses sur les échanges de tirs, les forces en présence. Elle sert aussi d'intermédiaire entre militaires libanais et israéliens. L'ONU croit encore en cette force de maintien de la paix. Maintien de la paix, ça porte mal son nom. Fin août, son mandat a été prolongé d'1 an et chaque jour depuis les incidents avec Israël, des dirigeants du monde entier lui expriment son soutien. Et puis, les Occidentaux voient dans la FINUL un outil pour un cessez-le-feu. Ils doivent convaincre les acteurs que le Liban n'est pas Gaza, c'est un autre conflit. Il faut découpler les sujets, dit un diplomate. S'ils y parviennent, la FINUL, même fragile et contestée, sera forcément impliquée dans une éventuelle trêve. Franck Madvon, à demain, le mardi, à 3 semaines maintenant de l'élection américaine. Hélène se promène au pays des 50 États, c'est Hélène Chevalier. France Inter. We are Americans. Et cette semaine, Hélène, un peu d'air pur et hop, direction le Colorado avec Cassandra, qui est championne de rodéo. Oui, j'ai rencontré cette étudiante en école vétérinaire cet été lors d'une grande compétition à Greeley. C'est une ville à 1 heure au nord de Denver. Pas de bol, elle venait d'être éliminée. Trop de pression sur la jeune femme de 23 ans.
Alors j'étais quand même très curieuse de découvrir le milieu du rodéo et j'avoue que j'avais pas bien compris dans quelle discipline elle s'illustrait. Pour moi, ça se résumait aux cow-boys qui se font secouer dans tous les sens par des taureaux ou des chevaux pas encore débourrés. La première étape a donc été d'assister à mon premier rodéo. Et à peine assise, j'étais dans l'ambiance. Il faut imaginer une arène pleine, un énorme drapeau étoilé, tout le monde debout, la main ou le Stetson sur le cœur, chantant l'hymne américain. Et puis les épreuves s'enchaînent, des cow-boys secoués comme des pantins, des courses de chevaux autour de barils, encore des cow-boys secoués. C'est très impressionnant, mais moi j'ai préféré le steer roping, la capture de bouvillons au lasso. C'est une épreuve d'adresse, de rapidité, très physique. Et à ce moment, je ne savais pas que c'était ce que faisait Cassandra. On s'est retrouvés un matin juste derrière l'arène. Elle est arrivée au volant d'un énorme pick-up blanc avec une remorque hyper longue pour son cheval. J'ai vu descendre Cassandra, toute fine. Vous aimez le Colorado? 10 fois plus légère que les jeunes bœufs qu'elle est censée ligoter. Dans le steer roping, il y a un cheval et un bouvillon. Le bouvillon est libéré du couloir, puis le cavalier arrive derrière lui avec le lasso. La corde est attachée solidement à la selle. On doit entourer les cornes avec le lasso, ce qui est parfois assez difficile. Ensuite, la corde fait tomber l'animal au sol et le cavalier descend de cheval et court vers le bouvillon. En espérant qu'il ne se lève pas entre-temps, il attache 3 jambes ensemble avec une corde. Et tout ça en moins de 30 secondes. Je vous ai mis quelques vidéos sur le site, c'est bluffant. Cassandra est rentrée dans l'histoire cet été en devenant la première femme à remporter un rodéo de steer roping. J'ai reçu beaucoup d'attention des médias, ce qui est nouveau pour moi. Je viens juste d'un ranch d'une petite ville. Mais c'est amusant de faire passer le message. Mon plus grand objectif est d'inspirer d'autres jeunes filles. Elles peuvent elles aussi participer à des compétitions et s'engager dans ces sports dominés par les hommes et côtoyer les meilleurs. Et ainsi revenir à un sport beaucoup plus mixte, comme c'était le cas il y a un peu plus de 100 ans, où les femmes étaient les têtes d'affiche des rodéos. J'ai avec moi des photos. Ce sont des cowgirls au début du XXe siècle. Et c'était vraiment des stars. Oui, ces photos de ces grandes championnes m'ont inspiré, notamment Mabel Strickland. Elle a ligoté un jeune bœuf lors d'un rodéo à Pendleton et il y a une photo célèbre d'elle posant avec lui. Mais la pression sociale a fini par l'emporter. Les cowgirls n'ont plus eu le droit de concourir. Leur rôle s'est longtemps résumé à celui de potiche. Aujourd'hui, la plupart des épreuves sont encore 100% masculines et les catégories des femmes beaucoup moins bien payées. Et ça agace Cassandra. Nous payons le même montant pour le carburant. Nous payons le même montant en droit d'entrée. Nous payons autant pour entretenir nos chevaux, les nourrir et entretenir nos véhicules. La première étape serait d'attirer les femmes en leur donnant l'égalité des chances et un salaire équivalent. Je pense que ce serait un pas dans la bonne direction. On fait une petite pause car Amy, sa jument, a besoin de se dégourdir les sabots. Est-ce qu'elle aime voyager ou pas trop? Cassandra me parle de ses chevaux, sa famille, le ranch, l'école vétérinaire dans laquelle elle va faire sa rentrée. Je l'emmène sur le terrain de la politique. Je la sens un poil embarrassée. Au moment où je l'ai rencontrée, elle avait le choix entre Biden ou Trump. C'est difficile de faire un choix quand les options sont limitées et ne sont pas de la meilleure qualité. Je lui ai envoyé 10 messages pour savoir si son avis avait changé avec l'arrivée de Kamala Harris. Je n'ai pas eu de retour. En revanche, cet été, elle m'a dit quelque chose d'intéressant sur les attentes du monde rural. Parfois, nos dirigeants ne défendent pas vraiment les intérêts des agriculteurs, des éleveurs, des fermiers, des gens qui travaillent dur au Colorado. C'est pourquoi non seulement au niveau de l'État, mais aussi au niveau national, cela rend les choses difficiles. Je pense que les agriculteurs et les éleveurs ne devraient pas avoir peur d'aller voter et de s'assurer que leur voix est entendue et que nos besoins sont pris en compte. Car si nous voulons nourrir le pays dans quelques années, nous avons besoin de quelqu'un qui défende nos intérêts. Un dossier toujours totalement absent de cette campagne présidentielle. Je jette un œil à la minuscule cabine dans laquelle notre cowgirl dort. Il est temps pour Amy de remonter dans sa remorque et Cassandra dans son pick-up. Elles ont une compétition ce soir et c'est à 7 heures de route de là. Allez, Hélène Chevalier aussi monte dans son pick-up et reviendra la semaine prochaine. Merci beaucoup.